cette introduction. Donc, bienvenue à tous pour cette table ronde sur les rivalités de puissance entre la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Une rapide présentation pour planter un petit peu le décor et resituer peut-être les problématiques multiples qui sont celles du monde aujourd'hui. À commencer par la question du fait que la guerre en Ukraine a presque finalement occulté la guerre froide que se livrent américains et chinois et la détermination américaine d'endiguer la Chine. La pandémie d'abord, l'invasion russe ensuite et peut-être surtout d'ailleurs viennent rebattre les cartes de la géopolitique mondiale en interrompant pour commencer un pan entier de l'intégration de la Russie dans le système monde, phénomène qui n'est pas sans conséquence ni pour les États-Unis ni pour l'Europe, on va le voir. De nouvelles recompositions apparaissent. Le changement d'air provoqué par l'invasion de l'Ukraine a à l'évidence renforcé la puissance et l'influence des États-Unis dans le monde, faisant oublier le départ précipité d'Afghanistan il y a un peu plus d'un an. Est-ce qu'on peut parler de complet retournement ? Les États-Unis sont-ils les grands gagnants de la nouvelle donne économique et stratégique ? Quelles options pour les Européens ? Est-ce que la garantie de sécurité des États-Unis est finalement la seule qui s'ouvre à eux ? Renouveau également en Asie, où les États-Unis ont réaffirmé leur engagement à défendre Taïwan contre une attaque de la Chine et ou leurs alliés. Japon en premier réarme et resserre leurs liens avec l'Amérique. Et le conflit contribue aussi au renforcement de la puissance économique de l'Amérique avec l'appréciation que l'on constate du dollar. La monnaie américaine retrouve son rôle de valeur refuge par temps de guerre et les capitaux affluent vers Wall Street. Joe Biden, bien aidé par Vladimir Poutine, a reconstitué une large partie de la puissance et du crédit des États-Unis dans le monde que Donald Trump, on s'en souvient, avait ruiné. Ce renforcement de la puissance américaine n'est pas non plus sans obstacle, et nous le verrons, en raison d'une crise intérieure assez profonde. Alors, côté chinois, on voit l'activité stagner en raison de la stratégie zéro Covid qui désorganise la production et bloque la demande intérieure. L'immobilier est au bord de l'effondrement en Chine. Reste qu'une Chine affaiblie pourrait ne pas être une si bonne nouvelle que cela pour le monde, la poussant peut-être vers des aventures précipitées pour faire diversion. L'Europe sera-t-elle la grande perdante de la recomposition en cours? Il y a eu les choix malheureux en termes d'approvisionnement énergétique et puis, nous le verrons, cette naïveté européenne dans sa relation tant avec la Russie qu'avec la Chine. Enfin, et comme cela a été évoqué ce matin, l'effort de guerre russe en Ukraine et les sanctions ont de fortes probabilités de contribuer à l'affaiblissement de la Russie sur fond de baisse d'activité des entreprises pour cause de défaut d'approvisionnement et de main-d'œuvre occupée sur le front russo-ukrainien. Pascal Ausseur le disait ce matin, les empires sont de retour. Les peuples n'ont pas d'amis, mais des intérêts. Voilà le décor planté. Et je m'efface maintenant derrière les intervenants de cette table ronde, au nombre de 3, comme vous pouvez le voir. Au centre des intervenants, Valérie Niquet, qui est responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique et auteur de plusieurs ouvrages sur la Chine et le Japon. La Chine en 100 questions, le Japon en 100 questions. Bonjour Valérie Niquet. Maya Candel, historienne et chercheuse associée à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, spécialiste des États-Unis et auteure de Les États-Unis et le monde de George Washington à Donald Trump aux éditions Perrin. Maya Candel qui tient également le blog Froggy Bottom sur la politique étrangère des États-Unis. Et enfin, Bruno Dupré, diplomate détaché au Service européen d'action extérieure, conseiller défense et sécurité du secrétariat général en charge notamment du dossier de l'Europe et de l'Europe de la défense. Alors, la guerre en Ukraine renouvelle finalement les interrogations sur le triangle Washington, Pékin, Moscou et sur la place de l'Europe dans le jeu des puissances. La rivalité sino-américaine ne cesse de s'amplifier. Chine et États-Unis sont aujourd'hui à la veille de scrutins importants pour chacun de leurs pays. Maya Candel, on va peut-être démarrer avec vous. Finalement, on en est aujourd'hui à presque 2 ans de présidence Biden, en tout cas élu en novembre il y a 2 ans.
on voit l'aide américaine à l'Ukraine être importante. Qu'est-ce que l'on peut dire de façon assez générale de la situation et du panorama qui prévaut aux États-Unis quant à cette guerre en Ukraine? Alors, je me doutais. Ça marche? Oui? Bonjour, pardon. Oui, alors c'est amusant parce que par rapport au panorama que vous dressiez au tout début sur une Amérique, une puissance américaine de retour, etc. Là, je reviens justement des États-Unis et c'est vrai que les États-Unis sont en pleine campagne, effectivement, des midterms, de mi-mandat, et c'est pas tellement ça qui ressort que des discussions, des missions là-bas, que ce soit au niveau de la puissance extérieure ou de la situation intérieure. Mais pour essayer de répondre à quelques-uns des points qui ont été évoqués, pour partir de l'Ukraine tout simplement, c'est vrai que cette administration Biden donc, arrive à bientôt 2 ans. L'aide américaine à l'Ukraine et surtout le retournement de la situation sur place en Ukraine ces dernières semaines, et plus largement toute la manière dont cette équipe Biden a géré depuis 1 an le déroulement de son soutien à l'Ukraine, a redonné une image de compétence à la politique étrangère, à cette administration qu'elle avait perdue en fait avec la gestion totalement désastreuse de l'Afghanistan l'année dernière. Cela étant dit, on reviendra peut-être plus précisément sur l'Ukraine et la relation américano-russe, mais en termes d'équilibre, de rivalité stratégique, pour revenir au sujet de la table ronde, l'administration Biden sur la Chine s'est placée d'emblée dans la continuité de celle de Trump, s'agissant de la centralité de la compétition avec la Chine. La question est là où il y a énormément de nuances et en fait beaucoup plus de débats qu'on ne croit vu d'ici, mais beaucoup plus de débats à Washington, c'est sur la nature d'abord la nature de cette compétition. Est-ce qu'elle doit être essentiellement technologique et économique, ou est-ce qu'elle va au-delà, tout simplement pour le dire de manière un peu brutale, sur la question de la suprématie ou de la primauté, disons, dans le système international. Et puis bien sûr, mais ça c'est peut-être une question aussi sur laquelle on reviendra avec Valérie Niquet notamment, c'est que quand on dit compétition, on ne dit pas dans quel but. Et là, il y a aussi une vraie question de fond sur la politique étrangère des États-Unis. Pour ne pas être trop longue sur ce premier point et reboucler avec l'Ukraine, je dirais juste que un des effets, en tout cas, de la guerre, de l'invasion ukrainienne, c'est que la stratégie de sécurité nationale de l'administration Biden a été retardée. On l'attend toujours. C'est normalement alors c'est un document qui a la valeur que peuvent avoir ce type de document, mais ça donne quand même la direction stratégique générale d'une administration, d'une Maison-Blanche. Et le fait est que là, du coup, on est encore dans finalement la stratégie de Trump, alors que Biden a quand même changé un certain nombre de directions, et tout particulièrement, c'est mon dernier point, dans la relation transatlantique et la relation avec l'Union européenne. Merci Maya. Évidemment, ce sera intéressant d'approfondir la question et de savoir si évidemment il y a débat ou non aux États-Unis sur la guerre en Ukraine, l'aide apportée par les États-Unis. Valérie Niquet, je me tourne vers vous. Donc, on a évoqué, moi, en introduction, des scrutins importants pour les États-Unis. Ce sont les élections de mi-mandat le 8 novembre prochain. Côté russe, c'est le 20e congrès du Parti communiste chinois qui va déterminer qui dirigera la Chine pour les 5 à 10 années prochaines, voire au-delà. La guerre en Ukraine, c'est un embarras pour Pékin? Excuse-moi, c'est la guerre en Ukraine, j'ai pas entendu la dernière. La guerre en Ukraine, c'est un embarras pour Pékin? Oui, alors on le voit aujourd'hui. Alors d'abord, le 20e congrès du Parti communiste chinois, ça n'est pas véritablement, enfin on peut appeler ça un scrutin, mais enfin il n'y a pas du tout d'élection libre, c'est juste un rappel en Chine actuellement.
sous le régime qui existe pour le moment. Et donc, c'est absolument certain, Xi Jinping sera reconduit pour un troisième mandat, ce qui ne remet pas du tout en cause... ce qui remet en cause une pratique, mais pas du tout. Constitutionnellement, ils ont changé le fait qu'il puisse rester président de la République plus que 2 fois, mais ce n'est pas la présidence de la République qui donne à Xi Jinping son pouvoir. Donc, il sera reconduit, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interrogation en Chine sur les stratégies qu'il a choisi de mettre en place depuis qu'il a été nommé la première fois, c'est-à-dire en 2012. Parce qu'on s'aperçoit que, notamment en raison du Covid, mais pas uniquement, la perception de la Chine et la force d'attractivité de la Chine, y compris au niveau de l'Union européenne, s'est considérablement dégradée dans tous les choix qui ont été faits. Que ce soit cette fameuse stratégie très affirmative de la diplomatie des loups combattants dont on a eu des échantillons, notamment en France, pendant la crise du Covid, que ce soit dans cette volonté de réaffirmer la possibilité pour la Chine de conquérir Taïwan dans une perspective relativement proche et qui s'est traduite notamment par ces exercices militaires qui se voulaient impressionnants, destinés à exercer une pression à la fois sur Taïwan et les États-Unis pour interdire la visite du speaker de la Chambre, c'est-à-dire Nancy Pelosi, en ne tenant pas du tout compte de la séparation des pouvoirs qui existe aux États-Unis et dans toute démocratie, et que ce soit, pour en revenir à votre question, dans le choix initial de soutenir très fortement Poutine, notamment avec ses déclarations sur un partenariat sans limite entre la Russie et la Chine, et qui visait en quelque sorte à concrétiser une sorte de grande muraille idéologique face aux États-Unis, qui évidemment sont à la fois l'obstacle principal pour la Chine dans sa stratégie de développement de son influence et de sa capacité de contrôle sur sa zone immédiate, de sa stratégie d'influence au-delà également à travers ces fameux projets de route de la soie qui d'ailleurs sont apparemment le moins le vent en poupe qu'il y a quelques années. Et tout aurait très bien marché si Poutine, effectivement, avait confirmé l'analyse que les Chinois ont aussi, qui est que les États-Unis étaient finis, notamment après l'Afghanistan, que l'Union européenne, les Européens, les grandes démocraties sont intrinsèquement faibles, qu'elles sont incapables de prendre des décisions qui vont contre leurs intérêts économiques. Et donc, si le succès de l'invasion de l'Ukraine par la Russie avait été un succès, ça aurait confirmé en fait cette analyse et ça aurait, par ricochet, renforcé les positions chinoises qui reposent beaucoup sur une image de puissance, plus que parfois sur une réalité de puissance, notamment si on pense à une intervention militaire possible. Or, l'échec de la Russie, en tout cas pour le moment, l'échec militaire, a tout d'un coup mis en évidence le fait que ces stratégies de coercition, de pression, d'invasion, d'usage de la force pour obtenir un résultat au service notamment des intérêts du Parti communiste chinois, dans une optique très nationaliste, eh bien ça peut ne pas marcher. Ça a galvanisé au contraire les Taïwanais qui tout d'un coup se sont aperçus que leur sort n'était pas déterminé à l'avance. Et puis surtout, ça a démontré que les États-Unis d'un côté avec leur aide à l'Ukraine et puis l'Union européenne également, et enfin les stratégies de sanctions mises en œuvre ont démontré que loin d'être fini, le camp occidental, en tout cas, était encore bien vivant et était capable d'exercer des pressions qui font mal. On a beaucoup dit que la Chine et les pays, je ne sais plus si on dit encore pays en développement, mais enfin, qu'il y avait toute une série de pays qui, effectivement, n'avaient pas suivi avec enthousiasme les États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ravis de ce qui se passe en Ukraine. Et en termes de poids et d'influence, évidemment, ce n'est pas eux qui pèsent le plus, même s'ils ont un nombre de voix important à l'ONU. Donc je pense qu'effectivement, la position de Pékin aujourd'hui, derrière une apparente stabilité, n'est pas si confortable que ce que la Chine voudrait pouvoir croire. Merci Valérie. Ce sera bien sûr intéressant aussi de peut-être faire un point sur les questions économiques qui prévalent aujourd'hui en Chine. Comme je le disais en introduction, la politique du zéro Covid et puis certains indicateurs qui montrent que voilà, la situation est
d'entrer peut-être dans une zone d'inconfort. En tout cas, la transition sur l'Union européenne, vous me l'avez présentée sur un plateau, et je me tourne vers Bruno Dupré pour d'abord faire ce constat, c'est que l'Union européenne se retrouve aujourd'hui dans un continent en guerre. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, Bruno Dupré, des enjeux auxquels l'Union européenne est confrontée? Merci. Merci à la FRS et également à la FMES de nous réunir sur ce plateau, dans cette salle prestigieuse. Je crois qu'effectivement, avant d'imaginer les réponses possibles que l'Union européenne peut apporter aux différentes crises, il faut d'abord voir dans quel contexte on se trouve et quels sont les enjeux. Quand on regarde le monde, on a l'impression que le dérèglement est général, en politique, en économie et sociétal également. Mais en réalité, plus qu'un dérèglement, je pense que nous sommes dans une période d'incertitude structurelle, une incertitude qui peut engendrer, c'est peut-être la note positive possible aujourd'hui, le meilleur comme le pire. Et je voudrais en citer rapidement 5. La première incertitude, c'est sur l'issue de la guerre en Ukraine. Le scénario le moins crédible en février dernier, la victoire de l'Ukraine, n'est plus impossible. Et si l'Ukraine n'a pas gagné la guerre, la Russie l'a, elle, en quelque sorte, déjà perdu. Je cite ici le haut représentant Joseph Borrell. Mais il demeure une incertitude majeure, et cette incertitude, c'est le président Poutine peut-il accepter une défaite? Et il y a un risque non négligeable pour l'Europe d'une escalade incontrôlable sur son territoire, surtout quand son territoire, selon lui, se sera approprié un certain nombre de régions après référendum. La deuxième incertitude, c'est sur l'unité européenne. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui dans l'histoire de l'Union d'une telle unité, qu'il s'agisse des paquets de sanctions, 6 paquets de sanctions, des 19 milliards, dont plus de 3 milliards dans l'armement, le reste dans l'économie et l'humanitaire. Et le président Poutine pensait que l'Union européenne n'oserait pas livrer de l'armement, n'oserait pas se dégager de l'emprise énergétique russe. Mais nous avons osé. Pourtant, l'unité est vraiment une chose fragile. Et on voit déjà combien elle est éprouvée au sein de l'Union européenne. Et l'heure de vérité arrivera avec l'hiver, le pétrole, le gaz, la nourriture, et le diable se logera dans les détails des accords possibles entre Européens et avec les pays tiers. La troisième incertitude, c'est celle sur l'économie mondiale. 3 cycles se confirment: inflation, stagflation, récession. Mais ce qu'on ne sait pas encore, et les économistes ne le savent pas, c'est s'agit-il d'une crise conjoncturelle ou structurelle de l'économie, de la finance, ou même du capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui. Et souvent on dit que la maison brûle, mais la maison qui pour moi brûle, c'est la maison sociale, celle de la solidarité. Et là, nous regardons définitivement ailleurs. Où en est l'Europe sociale aujourd'hui? Où en est le concept de croissance inclusive, au-delà de la rentabilité financière? Où en sont les véritables mesures de l'impact social et environnemental de l'entreprise? Ce n'est pas clair. Enfin, la quatrième incertitude, c'est celle sur les rapports de force entre grandes puissances. Il n'aura échappé à personne l'alliance qui semble se former entre Chine et Russie. Et on parle même de dérive de la Russie comme devenant un continent eurasiatique. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette alliance est durable? On en parlera certainement. Et puis, est-ce qu'il est de notre intérêt d'antagoniser la Chine en la traitant en simple rival systémique, comme parfois nous le demandent les Américains? Et puis, je rajouterais, alors que la Russie nous plonge toujours plus dans l'horreur, faut-il rompre le dialogue avec la Russie? Faut-il laisser la Russie dériver vers l'Asie? Et là, j'aimerais citer encore une fois une phrase intéressante de Joseph Borrell, si vous me permettez, qui est la suivante: « Toutes les guerres finissent par un cessez-le-feu et une négociation. Et il est nécessaire que l'Ukraine puisse aborder cette phase en position de force, d'où notre aide militaire conséquente. » Enfin, la vraie question, c'est notre crédibilité. Et ça, c'est ce qu'on appelle les pays du Sud, le positionnement des pays du Sud. Nous avons été choqués, Européens et Américains, de voir l'absence de soutien des pays du Sud au vote aux Nations Unies. Il nous manquait
plus de 40 voix. Des pays que parfois l'Union européenne a soutenus à bout de bras depuis plus de 50 ans. Mais finalement, faut-il vraiment s'en étonner? Ceci n'est pas leur guerre, disent-ils, et ils s'intéressent beaucoup plus aux conséquences qu'aux causes. Ils nous ont tout reproché. Racisme, colonialisme, esclavagisme, un monde de blancs. Et pour autant, nous partageons encore quelque chose de fondamental, ensemble, le multilatéralisme, qui est en fait l'ADN de l'Europe, j'espère qu'on pourra y revenir. Le Sud ne condamne pas le multilatéralisme, car il le sait, c'est pour lui le seul moyen de se faire entendre. Une nation, une voix. Et ce sera à nous, à mon avis, de rénover et de défendre ce système pour qu'il soit le système dans lequel on continue à inscrire notre ADN. Merci Bruno Dupré. On reviendra sur des éléments, bien sûr. Je crois que c'est important de créer de la fluidité entre les intervenants. J'ai assez, à ce stade, envie de réagir à la question du partenariat Chine-Russie. La Russie, qui vous l'avez remarqué, ne fait pas partie du titre de cette table ronde. Mais évidemment qu'elle est là, la Russie. Alors, deux questions. L'une pour vous, Valérie Niquet, sur la Chine, et avec vous, Maya Candel, sur les États-Unis. Donc, voilà, ce partenariat Chine-Russie, est-ce que c'est un pacte? Alors, les pactes, généralement, sont secrets. Mais voilà, qu'est-ce que l'on sait? Qu'est-ce que vous savez? Et côté américain, c'est toute la difficulté, et les États-Unis s'en rendent compte, mais je parle sous votre contrôle, Maya Candel, la difficulté finalement à casser ce partenariat ou ce pacte Chine-Russie. Valérie Niquet. En tout cas, ce n'est pas une alliance. Il n'y a pas d'alliance entre la Russie et la Chine. Et la Chine, on le voit aujourd'hui dans les réactions qui ont semblé apparaître, notamment à l'occasion du sommet de l'organisation de Shanghai, où, selon les propres termes de Vladimir Poutine, non seulement l'Inde, mais la Chine aurait posé un certain nombre de questions, ou en tout cas exprimé un certain nombre d'inquiétudes quant à ce qui se passait en Ukraine. Alors on peut imaginer que les inquiétudes chinoises, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas tellement la démocratie et le non-respect du droit, c'est plutôt, eh bien, si la Russie s'enfonce, si elle ne réussit pas son pari, si même des troubles éclatent en Russie, c'est quelque chose qui inquiète énormément Pékin. Pour la Chine, ça a longtemps été une boussole aussi, la Russie, en dépit des conflits très durs qui ont opposé à la fois l'Empire russe et l'Empire de Chine, mais aussi l'URSS à la République populaire de Chine, en pleine révolution culturelle. L'idée que lorsque tout s'effondre en Russie, le risque, c'est qu'il y ait des contagions qui se produisent en Chine. Ça a déjà été le cas avec l'effondrement de l'URSS, qui est vraiment le contre-exemple absolu, que suivent toujours de très près les dirigeants chinois pour ne pas faire la même chose, donc refuser toute ouverture, tout débat qui pourrait aboutir à ce glissement, en quelque sorte, cette évolution progressive de régime qui est la menace principale pour Pékin. Et puis, pourquoi pas, s'il y avait un effondrement de la puissance russe et des soulèvements et des mutineries, eh bien, cette porosité qui pourrait se manifester, sans parler de l'insécurité qui surgit. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de pacte. Il y a sans doute eu une double illusion au départ, l'idée qu'effectivement, tous les deux étaient plus puissants désormais que les démocraties affaiblies, et puis la réalisation brutale que ça n'est pas le cas, et qu'aujourd'hui, la Russie met la Chine dans l'embarras. Alors, stratégiquement, géopolitiquement, elle renforce l'action des États-Unis. Elle a démontré que l'OTAN était non pas morte, mais très active. Elle soulève des interrogations dans les pays d'Asie centrale. Et puis, il y a des conséquences économiques, on pourra en reparler, où, bien entendu, la Chine achète à vil prix le gaz russe, ce qui d'ailleurs pourrait causer des ressentiments durables entre les deux. D'ailleurs, Russie et Chine, une fois cette question réglée, je ne suis pas sûre que les Russes oublient très vite la manière dont les Chinois se comportent. Mais en revanche, la Chine n'importe qu'à peu près 10% de son énergie de Russie aujourd'hui, et le reste, elle le paye au prix fort. Même si on dit qu'elle revend très cher de l'énergie achetée très bon marché en Russie, sur les marchés extérieurs. Elle le paye au prix fort dans le domaine de l'énergie, premier importateur de pétrole au monde. Elle le paye pour les matières premières et pour une économie qui, on le sait, aujourd'hui, ne va pas bien du tout.
Alors, vous disiez embarras de Pékin, juste, vous pouvez préciser avant qu'on passe... Embarras de la Pékin, version tout américaine. simplement, encore une fois, parce que la Russie, comme vous le disiez, a peut-être déjà perdu la guerre, en tout cas en termes d'image, en tout cas n'a pas réussi cette victoire éclair qui aurait démontré la supériorité de ce type de régime. Au contraire, elle s'empêtre. Et on voit très bien d'ailleurs que la Chine n'aide pas la Russie véritablement. Et notamment financièrement, les grandes entreprises, les grandes banques chinoises sont très prudentes pour tous les projets qui pourraient être financés en Russie. Ils achètent l'énergie parce qu'ils la payent à un prix ridiculement bas. Je crois que c'est la Chine qui obtient les prix les plus bas de la part de la Russie. Mais toutes les entreprises sont très prudentes parce que leur marché, ça n'est pas en Russie qu'il se trouve, c'est aux États-Unis. Et donc la crainte des sanctions secondaires est extrêmement forte, y compris pour les transferts de technologie, où la Chine, par exemple, est très prudente sur les transferts de technologie qui peuvent avoir un usage militaire. Donc voilà. Donc, embarras du côté de la Chine, et alors inquiétude aussi côté américain, je le disais, avec les États-Unis qui se rendent bien compte de la difficulté de casser... Donc, ça n'est pas une alliance. On peut parler de partenariat. Après, ça sera aussi intéressant de voir combien la Russie aurait à perdre, finalement, dans cette alliance avec la Chine. Maya Candel, sur les États-Unis. Sur les États-Unis, moi, ce que je trouve... j'aime beaucoup cette question parce que je trouve qu'un aspect qui est absolument fascinant à regarder, c'est les conséquences, justement, de cette guerre en Ukraine sur le débat stratégique américain. Et sur un certain nombre d'idées, de concepts qui avaient pu être développés. Et ce qu'on voit vraiment sur cette question particulière du partenariat Chine-Russie, c'est vraiment une clarification stratégique. Une clarification par rapport notamment à un certain nombre je ne sais pas, on peut appeler ça des fantasmes, du coup maintenant, après coup, fantasmes qu'on avait vus aussi en Europe, en France, sur cette idée que ce rapprochement Chine-Russie qu'on observe quand même depuis quelques années, ça ne pouvait pas marcher, les intérêts n'étaient pas les mêmes, ça ne va jamais se resserrer, ah oui, tiens, il y a un accord sur le gaz, mais non, ça ne peut pas durer, etc. Et puis, on voit quand même là, avec ce conflit en particulier, qu'à l'international, alors jusqu'ici, bien sûr, les choses peuvent changer avec la déconfiture russe, pour l'instant. Mais il y a eu un élément très clair, c'est que début février, donc 3 semaines avant l'invasion russe, Poutine et Xi Jinping ont signé une déclaration commune qui évoquait tout un tas de dossiers à l'international et qui parlait par exemple notamment de l'OTAN, et donc qui montrait quand même une réelle volonté de coordination, ou en tout cas de ne pas se gêner à l'international. Bon, je suis spécialiste des États-Unis, donc je ne veux pas empiéter sur les domaines des autres, mais le fait qu'à partir du moment, à partir de l'invasion russe, le fait que la Chine ait finalement repris le récit russe, le narratif russe sur ce qui se passait, et vraiment avec des éléments de langage absolument identiques, en Chine, etc., que le partenariat se soit maintenu. Alors évidemment, les Chinois ont été avertis par les États-Unis et font très attention sur les aspects technologiques, comme Valérie Niquet vient de le rappeler. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, il y a une clarification, et il faut bien voir qu'il y a tout un pan de la classe politique américaine des deux côtés. Enfin, quand je dis la classe politique au sens large, les think tanks, les stratégistes, et puis en particulier le Parti républicain et encore plus particulièrement cette faction majoritaire maintenant qui est proche de Trump, qui avait très envie de détacher, qui pensait que c'était tout à fait possible de détacher la Chine et la Russie pour se rapprocher de la Russie, une sorte de Nixon à l'inverse, enfin voilà, toute cette idée-là. Et là, cette page-là, elle est tournée. Donc il y a une vision, vraiment, c'était très clair dans les
dans les quelques semaines et mois qui ont suivi l'invasion russe, tous les think tanks américains ont commencé à publier des rapports pourquoi ce rapprochement Chine-Russie, c'est dangereux, c'est vrai, c'est un fait, etc. Donc il y a cette clarification qui est quand même très intéressante, cette perte d'illusion peut-être là-dessus. Et puis il y a d'autres aspects aussi sur Taïwan, mais ça c'est un autre sujet. Alors, perte d'illusion. Vous l'avez dit, Bruno Dupré, naïveté côté européen, hein, et alors on voit l'Union européenne se battre la coulpe en disant on a probablement raté quelque chose avec la Russie. En tout cas, donc naïveté a commencé par des pays comme l'Allemagne. C'était peut-être la plus grande surprise de l'actualité récente avec ces approvisionnements et ces accords multidimensionnels sur les questions énergétiques avec la Russie. Oui, en fait, je crois que le temps des incertitudes dont j'ai parlé, c'est aussi le temps des opportunités pour l'Europe. Et la première opportunité, c'est de enfin mettre le temps de la naïveté derrière nous. L'Europe doit sortir du brouillard de la paix, car en fait, nous sommes en guerre, non seulement en guerre économique, financière et militaire, mais aussi en guerre systémique. Quel système politique voulons-nous ? Et puis, nous n'avons plus le monopole de la puissance. Et pourtant, il nous faut être plus forts. Plus forts parce que tant le président Poutine que le président Xi pensent que les démocraties sont faibles, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'être fatigués. Ça, c'est la première chose. Le deuxième temps, c'est que si la naïveté doit être derrière nous, l'autonomie stratégique doit être devant nous, assez rapidement, pour enfin faire face à nos vulnérabilités, à nos dépendances. Dépendance dans le domaine militaire, on pourra peut-être avec la relation UE-OTAN, mais aussi dans les domaines stratégiques que sont l'espace, que sont l'énergie, le digital ou la sécurité maritime. Il est très important d'avoir un narratif. Appelez-le autonomie stratégique, souveraineté européenne, responsabilité, culture stratégique. Ça n'a pas d'importance, mais sans un narratif, il n'y a pas de vision politique. Et sans vision politique, il n'y a pas de futur. Et donc, l'Europe, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est une forteresse ou un système autarcique ou un système de protectionnisme. Loin de là. En réalité, on a plutôt tendance à calquer l'idée d'autonomie stratégique sur des interdépendances. Mais pas une interdépendance subie, une interdépendance choisie. Nous choisissons avec qui nous voulons travailler, sur quel domaine nous voulons être plus autonomes. Ça vaut pour les États-Unis et la Chine. Ça vaut aussi pour nos partenaires avec lesquels il va falloir redéfinir assez largement nos partenariats actuels pour qu'il y ait non plus un système d'assistanat, mais plutôt un système de coopération réciproque. Voilà ce qui fera de nous une Europe plus autonome stratégiquement. Alors une Europe plus autonome stratégiquement, je reprends parce que le micro était pas ouvert, une Europe plus autonome stratégiquement, je reviendrai dessus avec vous Bruno Dupré, c'est peut-être précisément un argument qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'Europe, et c'est peut-être là aussi que l'unité européenne, dont vous avez démontré qu'elle avait été là depuis le début de la guerre en Ukraine, eh bien, pourrait d'une certaine manière être mise à mal. Toujours sur la question, j'y reviens, et c'est la dernière, après ça, bien sûr, on avancera davantage sur le débat. Il n'empêche, et c'est peut-être... Enfin, j'invite chacun à y répondre. En tout cas, cette guerre en Ukraine, elle exacerbe l'asymétrie de la relation sino-russe, avec tout de même un énorme risque pour Moscou de devenir totalement dépendante de la Chine au niveau économique, diplomatique, scientifique, technologique et peut-être aussi demain militaire, Valérie Niquet. Alors pour le moment, et alors d'abord effectivement la Russie militairement a des besoins considérables avec cette guerre en Ukraine que la Chine n'a pas comblé. Donc ça c'est une première cause de ressentiment possible. Je voudrais juste apporter une précision. Quand je parle des tensions possibles entre la Russie et la Chine et le fait que pour la Chine il n'y a pas d'alliance, ça ne signifie pas du tout qu'on va pouvoir gagner la Chine à nos propres conceptions d'un monde plus démocratique. Les Chinois utiliseraient le terme, mais avec un sens complètement différent. La logique de la Chine est de défendre ses propres intérêts,
dans une logique qui est d'influence, encore une fois, dans sa zone en Asie notamment, d'exclusion des États-Unis dans la mesure du possible, et éventuellement, à plus long terme, d'avoir les capacités d'imposer une conquête de Taïwan et donc une unification de Taïwan à la République populaire de Chine, donc asseoir la puissance chinoise d'une manière incontestable, ce qui, à mon avis, est du domaine ne se fera pas, en tout cas, dans un avenir proche, s'il n'y a pas d'évolution majeure. Et donc, d'asseoir cette puissance chinoise d'une manière incontestable en Asie, dans une sorte de partage du monde, ce qu'avait dit Xi Jinping, d'ailleurs, il y a plusieurs années, où le Pacifique est assez grand pour les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Et donc, c'est ça la logique de la Chine. Après, il y a des partenariats possibles. Si la Russie est puissante et peut soutenir la Chine dans cette optique, pourquoi pas ? Si la Russie, au contraire, devient une sorte de poids incapable de se défendre elle-même et au contraire mettant en évidence les capacités de résistance du camp occidental, c'est quelque chose qui ne plaît pas du tout à Pékin, même s'ils ne l'exprimeront pas forcément d'une manière très claire. Mais ça ne veut pas dire que la Chine va devenir notre allié contre la Russie et l'invasion de l'Ukraine en Russie. Ce qu'ils voudraient, c'est rester en dehors, en profiter le plus possible, mais surtout ne pas avoir à s'engager d'une manière trop... Et puis effectivement, le risque pour la Russie aujourd'hui, c'est ce qui était déjà le cas, de devenir pour la Chine un fournisseur de matières premières quasi exclusivement et de perdre toute influence réelle. Ceci dit, et même au niveau de l'armement, où la Chine achète beaucoup aux Russes, la Chine s'inquiète parce que les fameux systèmes de défense antiaérienne S-400 dont s'est dotée la Chine auprès de la Russie, semble-t-il, sont moins efficaces que l'image qu'on pouvait en avoir. Donc, à tous les niveaux, c'est vrai que l'image de la Russie a plutôt tendance à s'effondrer auprès du pouvoir chinois. Étant entendu que du côté de Pékin, l'important, c'est de se positionner, et on l'a bien compris aussi, pour sauvegarder ou tirer le plus d'intérêt de la guerre. Côté américain, Maya Candel, on sait l'aide américaine à l'Ukraine particulièrement importante. Contrairement à la France, il y a aux États-Unis débat parlementaire sur l'engagement des États-Unis à l'étranger. Quels ont été les arguments qui ont décidé les États-Unis à s'engager en Ukraine ? Alors, pour donner juste un tout petit peu de contexte, les États-Unis se sont rapprochés de l'Ukraine en fait depuis 2014, donc depuis le début finalement de cette guerre. L'annexion de la Crimée. Voilà, avec l'annexion de la Crimée et l'occupation des régions à l'Est. Et donc, il y a à ce moment-là un début de coopération, quelque chose d'assez léger, hein, c'est plutôt des formations, c'est sous Obama. Donc, Obama, à ce moment-là, s'oppose à la livraison d'armes létales, à la livraison d'armes. Et donc, c'est essentiellement des équipements de protection, etc. Et en fait, il y a un tournant dans l'aide américaine à l'Ukraine. Il intervient sous Trump, puisque c'est Trump qui, le premier, va accepter de livrer à Kiev des javelines, tout simplement. Et voilà. Mais ensuite, pardonnez-moi, je fais peut-être un historique qui était inutile, mais en tout cas, Biden arrive au pouvoir, et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une poursuite et intensification du soutien. Voilà, en termes toujours d'équipement, un certain nombre d'armes légères, etc. Et donc, à partir de l'automne, quand les Américains, les services de renseignement américains constatent donc, que les Russes que l'armée russe se positionne tout autour de l'Ukraine, c'est un renseignement qu'ils vont décider de partager immédiatement avec tous les alliés. Et aussi avec le grand public finalement, puisque ces renseignements sont médiatisés. En fait, c'est pourquoi je rappelais tout ça, puisque donc à partir de là, dès le mois de décembre, donc 2 mois avant l'invasion, Biden demande au Congrès qui accepte d'augmenter donc la fourniture notamment de défense, de vision nocturne, des choses pour défendre les villes. Et donc, quand les Russes envahissent, que les Américains, jusqu'au dernier moment, disent à leurs partenaires
On espère que ça ne va pas se produire, mais enfin, il y a quand même tous les signes que maintenant, il y a carrément les hôpitaux de campagne et des équipements pour faire des transfusions. Donc, quand même, il y a des chances qu'il y ait une opération. À partir de là, c'est un cas relativement simple pour les États-Unis, puisque c'est un pays qui est envahi militairement par son voisin. Je rappelle quand même que les Russes voulaient... remarquez, non, je crois qu'il y a eu beaucoup de tables rondes sur la Russie déjà. Donc pour les Américains, c'est un cas assez simple. On a un pays qui est envahi par son voisin. En plus, l'Ukraine est plutôt proche des États-Unis depuis quelques années, tout en n'étant pas un allié, évidemment. Un pays démocratique qui se défend bien, qui ne demande pas aux États-Unis d'envoyer des soldats ou de s'impliquer eux-mêmes, qui demande simplement des armes. Et donc, à partir de là, le choix est assez simple. Et en fait, c'est même... alors, j'aime pas dire ça parce qu'ensuite, on va assez vite à des raisonnements fallacieux, mais c'est presque un cas idéal pour un cas d'intervention américaine. On a un pays qui veut des soldats, des citoyens qui veulent se battre, qui demandent juste, entre guillemets, des armes, et contre une autocratie, enfin un régime autoritaire, celui de Poutine, avec qui Biden avait essayé de stabiliser un peu les choses l'été d'avant, mais enfin bon, Moscou n'avait pas voulu de cette stabilisation. Et pour le Congrès, en fait, ça permet aussi jusque-là, l'administration Biden, elle avait quelques grands concepts, le retour de la compétition stratégique. Biden aimait beaucoup dire ce qui détermine la politique étrangère, c'est le combat des démocraties contre les autocraties. Mais tout ça a été quand même assez abstrait, et donc l'Ukraine arrive et vient en quelque sorte... permettre de mettre en pratique finalement ce qui était jusque-là des concepts. Donc il n'y a pas eu de tergiversation au niveau de la Maison-Blanche. Le Congrès a voté très massivement, mais en effet, ce qu'on a vu dès le mois de mai, donc au mois de mai, quand Biden demande un paquet de 40 milliards supplémentaires, on a vu en fait des 57 membres, députés, membres de la Chambre des représentants du Parti républicain, refuser de voter cette aide, donc voter contre. Et en fait, on a un débat qui monte, alors beaucoup plus à droite, mais qui commence à être présent là, dans la campagne des midterms, qui est de dire on a déjà aidé, donc les Américains ont déjà aidé beaucoup, les Européens sont quand même beaucoup plus concernés, pourquoi est-ce que ce ne serait pas eux qui aideraient davantage que nous ? Ensuite, il y a aussi tout un débat quand même, parce que les États-Unis subissent, alors par rapport à l'énergie, ils ne sont pas dans la même situation que nous, puisqu'ils sont eux-mêmes très gros producteurs d'énergie, mais enfin, ils subissent quand même l'inflation, notamment des prix à la pompe, et aussi au niveau des prix du gaz. Et donc, par exemple, il y a eu un débat déjà au printemps aux États-Unis pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on exporte autant de gaz aux Européens ? Ça contribue. Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas ce gaz pour les Américains pour ne pas avoir une telle pression à la hausse aux États-Unis aussi ? Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en effet, aux États-Unis, il y a quand même un certain nombre de sénateurs des deux partis qui, depuis plus de 10 ans, disent aux Européens, mais enfin, vous vous placez dans un état de dépendance vis-à-vis du gaz russe qui va vous revenir en pleine figure un jour. J'ai des conversations très nettes, très précises là-dessus, de 2011, à l'époque où j'étais à l'IRSEM. Et donc, il y a un certain agacement aux États-Unis, et d'autant plus que pour les Américains aussi, ce que prouve tout ce qui s'est passé enfin, depuis cette invasion, c'est que l'autonomie stratégique européenne, c'était un beau concept, mais finalement, la majorité des partenaires européens conçoivent la défense du continent via l'OTAN. Et là aussi, c'est un souci pour les États-Unis, parce que les États-Unis voulaient se tourner vers la Chine. Alors ça fait 10 ans, hein, ça fait 3-4 présidents qui veulent se tourner vers la Chine. Et en fait, ils sont à chaque fois ramenés vers l'Europe. Et bon, je veux pas monopoliser, mais en tout cas, par exemple, si Trump est réélu,
les États-Unis sortiront sûrement de l'OTAN. Donc voilà, je jette ça comme ça. Alors, juste, je vais vous donner la parole tout de suite, Bruno Dupré, mais avant que Trump ne revienne, il reste encore 2 ans. Là, les élections de mi-mandat, le 8 novembre prochain, ce qui s'est passé avec ce groupe de républicains qui a voté contre l'aide en Ukraine laisse présager que si jamais les démocrates perdent la position qu'ils ont aujourd'hui au Congrès, eh bien, cette aide à l'Ukraine pourrait être sérieusement remise en question. Alors, c'est pour ça que Biden avait demandé 40 milliards d'un coup. C'était pour durer un peu. Là, en ce moment, il est en train de réclamer aussi une aide supplémentaire qui pourra être votée, parce que de toute façon, le prochain congrès issu des élections commencera à siéger en janvier, donc il reste un peu de temps. Et pour l'instant, il y a quand même un soutien très clair aux États-Unis. Il y a plus de gens qui soutiennent de rallonger l'aide que de gens qui sont contre. Mais il est bien évident que les dynamiques politiques, et notamment si la Chambre redevient républicaine, en plus, ce serait avec une part de républicains trumpistes beaucoup plus importante. Et il faut bien voir aussi que côté démocrate également, il y a beaucoup de gens, il y a un pôle progressiste au sein du Parti démocrate qui ne va pas augmenter par contre là, mais qui aussi aimerait bien que les États-Unis se soucient avant tout, dépensent avant tout pour leurs priorités intérieures plutôt que pour un autre pays. Alors, pour parler de l'Europe, il y a 2 choses pour vous, Bruno Dupré. D'abord, on a évoqué l'opération russe et les renseignements américains qui étaient particulièrement bien renseignés. C'est vrai que c'est leur job, mais là, vraiment, ils ont fait preuve d'anticipation. En revanche, côté européen, cette naïveté qui a prévalu en Europe quant à l'éventualité ou non de l'intervention russe en Ukraine, elle nous a quand même laissé un peu c'est une façon gentille de parler. Et la question de l'autonomie stratégique, d'aucuns évoquent, avec cette guerre en Ukraine, ce retour des Américains en Europe, eh bien la fin de l'Europe stratégique, vous en pensez quoi ? Bon, je crois que sur le renseignement, à part les Américains, peu de nations étaient capables, et au sein même des États-Unis, il y avait des différends entre le département d'État et le Pentagone, de prédire ce qui allait se passer. Mais il y a des leçons à tirer de cela. Sur l'autonomie stratégique, c'est un narratif global. Il ne touche pas uniquement les aspects militaires. Il touche aussi les aspects économiques et financiers. Et je crois qu'il y a un consensus européen fort sur la nécessité d'une plus grande dépendance sur nos secteurs stratégiques. Et on l'a vu avec les efforts que font actuellement les Européens et qu'ils vont poursuivre durant cet hiver en matière énergétique. On le voit aussi sur les matières rares, et on le voit sur un certain nombre de secteurs financiers et l'espace. Donc il y a l'idée que cette indépendance de l'Union européenne grandissante est absolument nécessaire. Il y a un consensus au sein de l'Union européenne. Là où il y a débat, c'est sur le militaire. Et je pense qu'avec la guerre en Ukraine, on est arrivé à un consensus qui est, pour le schématiser, que tout ce qui touche à la défense collective du territoire européen est l'affaire de l'OTAN, mais que cela n'empêche pas la responsabilité de l'Europe dans son voisinage, plutôt pour des conflits asymétriques, de façon à s'assurer par elle-même, si c'était nécessaire, dans son propre intérêt, ou parce que les États-Unis, par exemple, ne voudraient pas s'engager, de pouvoir maintenir la stabilité à ses frontières. Défense collective d'un côté, conflit asymétrique de moyenne ou de basse intensité de l'autre. Voilà aujourd'hui, je pense, ce sur quoi il y a une réflexion stratégique à l'OTAN et l'Union européenne qui travaillent ensemble sur cette répartition. Merci beaucoup. Pour en revenir à la rivalité et la compétition sino-américaine, on sait, Valérie Niquet, que la Chine aspire à être la première puissance technologique mondiale. Évidemment, les États-Unis ne l'entendent pas de cette manière. Un point
peut-être à ce stade économique, à la fois sur la situation de la Chine aujourd'hui, puis celle des États-Unis, Maya Candel. Pour la Chine, Valérie Niquet, on a vu et on voit les nuages noirs s'accumuler, économiques, sociaux, politiques, stratégiques, des pénuries d'électricité qui ont mis des usines qui ont dû cesser leur activité, la croissance économique qui donne des signes inquiétants. Je le disais en introduction, l'immobilier qui va très mal. C'est une fragilisation importante de la Chine aujourd'hui. Oui, alors la Chine reste un système opaque, donc c'est toujours très difficile de développer certaines analyses. Mais on voit bien, alors beaucoup lié à cette stratégie zéro Covid à laquelle reste attaché Xi Jinping et son entourage, jusqu'à quand, avec beaucoup de points d'interrogation, et qui pèse évidemment sur l'économie chinoise, puisque on cite des chiffres autour de 2-5%, ce qui est très bas pour une économie qui, on l'oublie trop souvent derrière cette apparence de très grande puissance, puisque aujourd'hui c'est la deuxième économie mondiale, peut-être déjà la première devant les États-Unis, mais c'est un chiffre global pour 1,4 milliard d'habitants. Mais ça reste un pays, alors non pas forcément un pays en développement comme la Chine aime aussi beaucoup le dire pour obtenir certains avantages devant certaines instances internationales, mais en tout cas avec des besoins sociaux absolument considérables, surtout si on prend en compte le vieillissement accéléré de la population qui a été renforcé par cette politique de l'enfant unique qui a été appliquée pendant des années et qui fait que la Chine aujourd'hui, comme on l'a dit parfois, devient trop vieille avant d'être riche ou même est en train de redevenir, non pas pauvre, mais en tout cas individuellement avec des grosses difficultés. Vous avez cité tout à l'heure le marché immobilier. C'est lourd de tensions sociales très graves dans la mesure où c'est là que les Chinois placent, quand ils le peuvent, l'essentiel de leurs économies en payant à l'avance des promoteurs qui, une fois, c'est un peu une sorte de pyramide de Ponzi où avec l'argent de ceux qui investissent, on finit par construire ces immeubles. Et là, c'est tout ce système-là qui est remis en cause aujourd'hui. Donc on voit bien que le pouvoir essaye de relancer l'économie avec en permanence, il n'est pas sorti, la Chine n'a pas trouvé la solution à cette série de soit des à-coups avec des aides, des crédits, des lignes de crédit pour relancer l'investissement dans les infrastructures, la construction pour essayer de relancer l'économie, et puis une tentative de contrôle pour éviter un endettement trop important. Et en fait, on en est toujours là. Ça fait des années que la Chine parle d'un rééquilibrage de la croissance et qu'on n'y arrive pas. Et évidemment, là-dessus, le Covid n'a pas arrangé les choses, mais sur déjà une économie qui n'allait pas si bien que ça avant même le Covid. Ce Covid, cette stratégie zéro Covid, la Chine a beaucoup de mal à en sortir pour plusieurs raisons. La première, c'est le cœur de l'image de succès de Xi Jinping. La Chine a réussi à maîtriser le Covid, contrairement justement aux démocraties occidentales qui ont laissé mourir leur population. La Chine n'a pas accepté la production. Elle a acheté les brevets pour en contrôler la distribution à Taïwan notamment, mais elle n'a pas accepté la production de vaccins américains, ARN. Donc elle a ses propres vaccins dont on s'accorde à penser qu'ils sont d'une efficacité un peu moindre. Le taux de vaccination n'est pas si élevé que ce qu'on pouvait imaginer, notamment chez les personnes âgées. Et surtout, le système de soins est totalement sous-développé en dehors d'un certain nombre d'hôpitaux, y compris dans les villes. Je ne parle même pas des campagnes. On vit à peu près la moitié de la population. Donc si on lâche sur le Covid sans être certain que finalement l'épidémie est terminée ou la pandémie est terminée, on risque effectivement un nombre de victimes important, alors proportionnellement sans doute très bas, mais enfin sur 1,4 milliard, l'image serait très négative. Donc la Chine fait face à un certain nombre de problèmes qui sont quand même assez aigus et en même temps est très dépendante aussi de l'extérieur. On le voit avec les microprocesseurs. Là aussi, depuis des dizaines d'années, la Chine veut développer cette capacité. Elle ne peut pas le faire pour les produits les plus pointus et elle souffre des embargos qui sont mis de la part des États-Unis qui font pression sur les entreprises taïwanaises puisque c'est aux États-Unis que sont les brevets.
La question effectivement des microprocesseurs avec Taïwan qui est le principal fabricant et les États-Unis qui se réveillent aujourd'hui avec cette nécessité de fabriquer et de ne plus dépendre non plus par crainte d'un avenir peut-être incertain, et ne surtout pas reposer essentiellement sur Taïwan. Côté États-Unis, Maya Candel, je le disais en introduction, un dollar fort, Wall Street qui se porte bien, il n'empêche que l'inflation est de retour, les inégalités toujours importantes, même si elles marquent un certain infléchissement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc une situation côté américain peut-être plus florissante que ce que connaît la Chine aujourd'hui. Alors c'est vrai que la situation économique, elle est contrastée. Je ne vais pas répéter ce que vous venez de dire, mais le fait est, sur l'aspect technologique tourné vers l'avenir, etc., il y a le Congrès a voté une série de lois, mais notamment 2 lois cet été, de politique industrielle. En fait, tout simplement, on a un peu l'impression d'être à la fin d'un cycle aux États-Unis par rapport au rôle de l'État, avec un retour en fait, pour pouvoir être en compétition avec la Chine, finalement, les États-Unis font un peu une politique à la chinoise. En tout cas, il y a vraiment ce qui s'appelle la loi climat, qui est en fait une loi de politique industrielle, et la loi sur les semi-conducteurs, qui est aussi une loi de politique industrielle, qui investissent des centaines de milliards, dizaines de milliards pour l'autre, pour notamment développer la recherche, mais aussi aider le secteur privé à implanter aux États-Unis des usines de semi-conducteurs. Bon, il y a des accords aussi avec les compagnies, avec la compagnie taïwanaise. Et je lisais un article de ce matin dans le New York Times qui disait le retour de l'emploi industriel et manufacturier aux États-Unis, on se croirait dans les années 1970, qui est quand même quelque chose d'assez étonnant. Donc, bon, là, on voit vraiment pour les États-Unis les conséquences du choc de la pandémie, de ce constat de dépendance, de complexité des chaînes de valeur qui les a rendus dépendants, de l'avance de la Chine aussi sur un certain nombre de secteurs, parce que la Chine avait lancé ses plans, ma collègue le sait mieux que moi, mais sur les batteries, etc., bien avant, 10 ans avant. Et donc là, on a vraiment, effectivement, cette administration démocrate, avec Biden qui avait fait campagne dessus et qui a réussi avec des marges très faibles quand même au Congrès, à la surprise de tous d'ailleurs cet été, à faire voter, à tirer les leçons en fait, ou en tout cas essayer de tirer les leçons, parce que là, on est encore sur des milliards sur le papier. Reste à voir évidemment la mise en œuvre. Voilà, il y a un vrai changement de politique, de vision économique, je dirais, de rôle de l'État dans l'économie, en particulier sur ces chantiers de l'avenir. Alors avant de vous passer la main avec des questions à nos intervenants, j'ai peut-être cette dernière question avec vous, Bruno Dupré. L'Europe, un peu grande perdante de ce qui se passe actuellement avec la guerre en Ukraine, les problèmes d'approvisionnement énergétique, des usines qui se mettent en veilleuse pendant 4 ou 5 mois parce que les prix de l'énergie ont atteint de tels niveaux qu'il leur est impossible de payer des notes astronomiques. Et un Vladimir Poutine qui mise précisément sur, parler d'unité européenne, sur cet espoir de division des Européens dans la foulée des conséquences de la guerre en Ukraine, avec, si on a froid cet hiver, des populations qui vont peut-être descendre dans la rue pour réclamer la fin des sanctions à la Russie. La situation pour l'Europe est une situation complexe. Oui, c'est une situation complexe pour le monde. Et l'Europe, je pense, peut être fière de ce qu'elle a accompli
depuis février 2022, non seulement en termes de soutien financier, en matière d'armement, mais aussi par sa capacité à être restée cohérente et unie. Et espérons que ce sera encore le cas, ça l'a été jusqu'à présent, pour l'hiver et ce qui suit. Mais vous mettez le doigt sur un sujet important qui est finalement au cœur de notre panel, c'est quel positionnement de l'Union européenne entre Russie, États-Unis et Chine. Et là, on a parlé tout à l'heure de la naïveté de l'Union européenne qui devrait être derrière nous, l'autonomie stratégique qui devrait être devant nous, et la question c'est, mais que voulons-nous pour nous-mêmes maintenant? C'est-à-dire, quel est notre ADN? Et l'ADN de l'Union européenne, il est clair, c'est le multilatéralisme. C'est la séparation des pouvoirs, c'est les règles de droit, c'est le respect des droits humains. Et c'est aussi le refus de la logique des blocs et du découplage dans lequel les grandes puissances voudraient nous enfermer. Et ça répond indirectement, ou même directement à votre question. Ce qui vaut pour la Russie vaut également pour les États-Unis et la Chine. Nous ne voulons pas nous mettre dans une politique de découplage. Et nous l'affirmons clairement auprès des États-Unis, qui, eux, sont sur un narratif de rival systémique, et nous, on est sur un triple narratif vis-à-vis de la Chine, qui est partenaire, concurrent et rival systémique. Pourquoi? Parce qu'il y a bien des dossiers sur lesquels nous avons besoin de la Chine. Le climat, la non-prolifération et les règles d'exportation, par exemple. Donc, on ne souhaite pas antagoniser. Et pourquoi cela? Parce que notre ADN, c'est le multilatéralisme. C'est le fait que nous n'allons pas nous placer dans un camp ou dans un autre, mais c'est la capacité à engendrer des partenariats stratégiques avec des partenaires qui ne nous mettent pas dans l'obligation d'être ou d'un côté ou de l'autre. Ça vaut pour les États-Unis, ça vaut pour la Chine. Et ça vaudra aussi pour la Russie, le moment où l'Ukraine sera en position de force, souhaitons-lui, pour pouvoir négocier ce qu'elle souhaite négocier pour sa propre intégrité territoriale et sa souveraineté. Ce qui fait finalement pour l'Europe, ce qui constitue pour l'Europe un défi énorme, parce qu'on l'a bien compris, on est aujourd'hui tout de même dans un système qui est plus confrontationnel et fragmenté que jamais, et la réduction de l'espace pour la coopération et la diplomatie est bien là. Et voilà, quelle place pour le multilatéralisme? Alors, ça va peut-être être une question que vous allez souhaiter approfondir, mais là, je vous laisse la main. Il est 16h25, on a une vingtaine de minutes pour recevoir vos questions, qu'on va prendre peut-être par trois, et y répondre. Je vous laisse lever la main, et je pense qu'il y a des micros qui doivent se promener dans cet amphithéâtre. C'est effectivement le cas. Voilà, les questions sont ouvertes. Vous avez un micro, monsieur? Oui. Oui, alors peut-être la régie, on va leur signaler et leur faire signe. Oui, alors est-ce que le micro peut être ouvert, s'il vous plaît? Le micro qui se promène dans la salle. C'est ouvert? Je sais qu'au niveau des micros, on n'a pas du tout la main sur l'ouverture et la fermeture, c'est à la régie que ça se passe. C'est le seul micro qui puisse se promener. Je crois qu'on en a un ici. Si... Monsieur Dupré va vous prêter son micro. Merci pour ce geste très généreux de l'Europe. On voit très bien que vous êtes pour le multilatéral. Alors, bon, la table ronde, évidemment, elle est passionnante, elle est très intéressante. Je ne sais pas ceux qui ont lu le bouquin de Brzezinski en 1977, L'équilibre des puissances. Il avait pris, évidemment, une équation, X, Y, plus tout ça, et finalement, vous prenez 4 blocs. Alors, je ne veux pas critiquer ceux qui ont donné ce titre. Il y a quand même quelques oublis. Il y a l'Inde. Et l'Inde est le pays charnière dont tout dépendra, à la fois parce que
ça va être le pays le plus peuplé, parce qu'il est membre du Quad, parce qu'il est leader du non-alignement. Bon, j'ai écrit sur le non-alignement il y a très longtemps, et tout le monde confond d'ailleurs Bandung et le non-alignement, mais enfin, on n'est pas là pour rappeler les choses évidentes. Et puis il y a le Japon aussi qui se réarme, qui va passer à 1-2% du PIB. Donc réduire, c'est évident, faute de temps, on n'a pas pu tout faire, c'est évident. Mais il faut garder à l'esprit que le monde qui se remet en place n'est pas confronté à ces 4 qui sont finalement des gens du Nord. Du Nord, c'est-à-dire des Blancs, des chrétiens. Donc il y a quand même d'autres éléments. Malheureusement, il n'y a pas d'autres centres de puissance en dehors de l'Inde. Le Japon fait partie de l'OTAN élargie. Le Brésil est toujours à quelque chose qui dort. Et il faudrait peut-être faire intervenir ce qu'a dit Biden, que je considère très bien, d'élargir le Conseil de sécurité. Voilà des grandes questions. Alors, voilà. Alors, pour le représentant de l'Europe, vous dites que, effectivement, avec la Chine, bon, le slogan rival systémique, je suis d'accord, mais ça date avant la crise. Regardez, on désinvestit de la Chine. Quand Apple ne fait plus ses iPods en Chine, mais en Inde, c'est quand même important tout ça. Donc, il y a une redéfinition de la géographie, à la fois géopolitique, économique, stratégique, technologique. Est-ce qu'il y a des éléments d'espoir pour l'Europe de se situer? Quand moi je vois, par exemple, même si la propagande télévision russe le dimanche, on dit que Bezos, sa grande usine de microprocesseurs, il n'a fait plus en Allemagne parce que l'énergie est trop forte, que ArcelorMittal, que même Volkswagen va investir aux États-Unis, est-ce que c'est du bluff ou pas? C'est ça les vraies questions. Et quelle est la réponse que vous donnez de l'Union européenne à toutes ces questions? Réindustrialisation, découplage par rapport à la Chine et élargissement du Conseil de sécurité. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Merci infiniment. En tout cas, nous l'avions. Alors d'abord, c'est pas nous qui faisions le titre de la table ronde. Il est bien évident que oui, effectivement, la question indienne se pose avec Narendra Modi qui aujourd'hui pratique davantage le multidirectionnel dans sa politique étrangère, et le Brésil qui pourrait nous apporter des surprises ce dimanche dans le cadre de l'élection, et savoir si Lula, qui avait œuvré beaucoup pour la place du Brésil dans le monde, eh bien, sera de retour ou non. Bien sûr, voilà, on va peut-être prendre une ou deux autres questions. Si vous pouviez avoir la gentillesse d'être le plus bref possible dans les questions, de façon à ce qu'on puisse en recevoir un maximum. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a le micro. C'est toujours le même monsieur, non? Oui, toujours le même, oui. Mais ça ne vous ennuie pas si on... Voilà, je pense qu'il y a peut-être des questions à d'autres endroits de l'amphithéâtre. Ce n'est pas que je souhaite vous censurer, mais... Non, c'est pas le même. Enfin, pas de révolution ni de révolte, mais... Oui, alors on a parlé de rivalité dans le monde avec 4 puissances, les États-Unis, la Russie et la Chine, qui sont déjà, et l'Europe, qui sont déjà les 3 premières puissances nucléaires au monde. Ma question est simple. Que vaut aujourd'hui la puissance militaire de l'Europe sans l'OTAN? Sans l'OTAN. Sans l'OTAN. Oui, l'OTAN. Pas le TAN TEMPS, c'est l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, ça en fait 2. Monsieur ici, si voilà, le micro peut... Merci infiniment. Ce sera la dernière question pour ça, puisque monsieur en a pris 2, ou alors... Sinon, il y avait une question de ce côté. Je ne sais pas si... juste ici. Hop. Non, au fond, tout en haut. Ah oui, alors, je suis désolée, hein, c'est qu'en fait, on a la lumière qui nous arrive en plein visage. Donc, monsieur ici en bas, et voilà, et vous après, pour cette première salve, j'aime pas le titre, voilà, l'expression, mais salve de questions. Oui, une Europe puissance, une Europe stratégique, mais depuis 50 ans, est-ce qu'on ne se berce pas d'illusions avec une Allemagne qui va bientôt devenir non seulement la première puissance économique de l'Europe, probablement la première puissance militaire conventionnelle de l'Europe, tournée vers les États-Unis, tournée vers la Mitteleuropa, voire l'Europe de Visegrad? Est-ce que la France, avec son rêve
de soft power au niveau européen, voire mondial, ne se berce pas d'illusions. Est-ce que nous nous berçons pas d'illusions depuis 50 ans sur cette Europe stratégique? Merci. Donc une question en haut, et ce sera la dernière pour ce premier round. Alors oui, ça rejoint un peu la question que vient de poser monsieur, mais comment envisager une défense européenne dans une Europe qui semble en réalité aussi désunie? N'est-ce pas une illusion? Voilà, comme disait le monsieur juste avant moi, ma question rejoint la sienne. Alors Bruno Dupré, vous avez toutes les questions pour vous. C'était McNamara qui disait je ne retiens qu'une seule chose dans ma vie, c'est de ne pas répondre à la question qu'on m'a posée, mais à celle qu'on aurait voulu me poser. Mais je ne suis pas très sûr de celle que j'aurais voulu que vous me posiez de toute façon. Alors, Inde, Japon. L'Union européenne a adopté sa propre stratégie Indo-Pacifique en 2021, et c'est justement pour prendre la mesure du pivot asiatique. Et cette stratégie a pour vocation de redéfinir nos partenariats avec les pays de la région, qu'il s'agisse de l'Inde, du Japon, de la Corée du Sud ou encore de l'Australie, non seulement sur les questions de sécurité maritime, nous pourrions en reparler, mais aussi sur les questions de connectivité et de sécurité. Et notamment après l'affaire AUKUS et le poignard dans le dos des États-Unis et de l'Australie à notre égard. Alors, de l'eau a coulé sous le pont, mais il y a la volonté de s'assurer que nous avons aussi en Europe une architecture de sécurité qui s'étend jusqu'à l'Indo-Pacifique. Et puis, il y a la réponse que les Européens veulent faire à la route de la soie et au collier de perles maritimes que constitue la route de la soie. Et ça, c'est la connectivité. Et au cœur de cette stratégie Indo-Pacifique, il y a la connectivité. Infrastructure dure, digitale et échange entre différentes expertises. Voilà, et ça a un nom, ça s'appelle en Europe le Global Gateway, ça a un montant, 300 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Je vous interromps 2 secondes pour équilibrer les réponses. Peut-être Bien Valérie sûr. Niquet sur le Japon. Vous souhaitez Oui, juste un porter mot des sur le éléments. Japon. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, eh bien, le Japon attend que tout le monde se tourne vers l'Indo-Pacifique face à une Chine qui inquiète. Mais en même temps, ce qui est assez intéressant à observer, c'est une sorte de double attitude que les États-Unis ont pu avoir à l'égard de l'Europe et notamment de l'Allemagne. Je pense à ce fameux Nord Stream sur lequel a pesé, avec à juste titre d'ailleurs, et qui a abouti à l'abandon du projet. Alors qu'aujourd'hui même, le Japon, qui s'est beaucoup mis en avant sur l'Ukraine en utilisant le discours des valeurs communes pour démontrer qu'il faisait partie de cet ensemble de grandes démocraties qui est du même camp, là aussi avec la volonté de bien ancrer le Japon dans son alliance avec les États-Unis comme garant de la sécurité en Asie. À l'heure où je vous parle, il y a ce fameux projet Sakhalin dans lequel étaient impliquées plusieurs très grandes entreprises japonaises directement, qui fournit à peu près 10% du gaz consommé au Japon, qui est très dépendant énergétiquement, qui a été, entre guillemets, récupéré par les Russes pour répondre aux sanctions auxquelles les Japonais participent. Mais les grandes entreprises japonaises ont reçu mission du gouvernement japonais de continuer à acheter du gaz et à faire fonctionner ce projet Sakhalin parce que tout simplement c'était de l'intérêt énergétique, de la sécurité énergétique du pays. Et je n'entends pas tous les jours des déclarations de la part des États-Unis condamnant le Japon et appelant à l'arrêt total de toute coopération énergétique entre le Japon et la Russie. Donc c'est là qu'on voit qu'effectivement ce pivot vers l'Asie implique une certaine, entre guillemets, indulgence à l'égard de l'allié japonais. En tout cas, on n'attend pas grand-chose du Japon. Je ne sais pas ce que ça signifie. Est-ce que c'est plutôt l'idée que
c'est un allié qu'il faudra soutenir, mais qui ne donnera pas grand-chose. Et sur les 2% du budget, la même chose. D'abord, 2% du budget de la défense, une augmentation de 1 à 2%. D'accord, mais pourquoi faire? Ça, c'est une question qui n'est pas du tout résolue pour le moment. Et le deuxième point, c'est que tous les Japonais avec qui on s'entretient disent que ça ne se fera pas, en tout cas pas dans un avenir proche, tout simplement parce que ce qui compte, c'est le fonctionnement en silo des ministères, leur périmètre, et que personne n'est prêt à accorder plus au ministère de la Défense. Donc c'est pour ça qu'il faut relativiser aussi peut-être un peu, je suis la première à soutenir l'importance du Japon, mais en termes d'alliance, il y a beaucoup d'attentes, il n'y a pas souvent peut-être de participation significative. Merci Valérie. Alors je vous repasse la parole, Bruno Dupré, autour de l'Europe puissance. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que la France ne se berce pas face à cette idée? Et quelle défense européenne? Et puis quelques mots sur le temps peut-être aussi, de façon un peu courte. Oui. L'Europe est à ses débuts de sa géopolitisation. Et tout ça prendra du temps parce que jusqu'à présent, elle était tournée vers l'humanitaire et le développement. Il lui faut apprendre à être un acteur responsable sur la scène internationale, un acteur sur lequel on peut compter et qui est capable de, comme on dit en anglais, pushing back. Et ça, le pushing back, ça vaut pour les agresseurs comme pour ceux qui souhaiteraient que l'on les accompagne dans le découplage qu'ils souhaiteraient. Il y a tout un travail qui est fait actuellement à l'intérieur des institutions pour apprendre à sortir d'une logique du chèque pour arriver vers une logique du rapport de force. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne ce qui est notre cœur, c'est-à-dire le multilatéralisme. Mais ce qu'on appelle un multilatéralisme effectif. Voilà. Sur la France dans l'Europe, le président Macron a proposé récemment une communauté de politique européenne. Elle a tout son sens parce qu'il n'existe pas d'instance aujourd'hui souple qui permette sur un pied d'égalité de réunir l'ensemble de la famille européenne pour pouvoir discuter de sujets qui les concernent, que ce soit des pays qui souhaiteraient rentrer dans l'Union ou des pays qui en sont sortis ou ceux qui tout simplement se sentent européens. Et c'est très important que cette initiative soutenue par le chancelier Scholz puisse se développer parce que ça crée un pôle qui permet un petit peu de décristalliser l'inertie parfois des institutions elles-mêmes qui sont très tournées vers la gestion des programmes au lieu de tourner vers une capacité géopolitique à se faire entendre. Il y a tout un travail à faire là-dessus et c'est ce qu'on appelle développer une culture stratégique au sein de l'Union. UE-OTAN, il me semblait avoir répondu à cette question. En réalité, je crois on a eu des velléités au sein de l'Union d'une armée européenne, mais on réalise aujourd'hui que le couple qui a été formé pendant cette guerre et qui a été réellement un couple fort, on le voit, je pense que personne ne conteste que l'Union européenne et l'OTAN ont réussi à maintenir une cohérence d'ensemble avec l'OSCE. Ce couple doit se répartir un certain nombre de tâches. Alors on ne peut pas les simplifier, mais je les ai simplifiées pour que ce soit clair. Il est clair que la défense collective appartient à l'OTAN, mais qu'il y a une responsabilité particulière pour l'Union européenne de défendre son voisinage Est et Sud. Et pour ça, il faut qu'elle s'équipe de forces de projection, comme ce qu'elle prévoit, 5000 hommes, pour éviter par exemple une catastrophe comme celle de Kaboul, où on a été obligé d'évacuer nos propres soldats par les soldats américains. C'est des choses qui ne doivent pas se reproduire. Et voilà, quant à la France, j'ai déjà répondu, mais il y a aussi la France et le couple franco-allemand. Ils travaillent actuellement avec des fonds colossaux sur des partenariats avec d'autres pays européens sur l'hydrogène, le semi-conducteur, la santé, les batteries. L'Europe ne fait pas rien. Et vous savez, s'il n'y avait pas les fonds européens, je me demande où serait la solidarité européenne, parce que chaque État est tellement pris par sa logique personnelle, d'intérêt national, qu'il a du mal à envisager à un moment où c'est absolument nécessaire. On le voit avec la confrontation avec les superpuissances à un certain nombre de domaines,
a du mal à s'en sortir seule. L'Allemagne en est un bon exemple, qui fait appel aujourd'hui aux Européens, qui l'auraient pensé, pour ses ressources et sa dépendance énergétique. Merci. Maya Candel, quelques mots pour compléter. Oui, je voulais juste faire deux remarques sur l'Europe comme puissance. Bruno Dupré l'évoquait tout à l'heure, l'autonomie stratégique, ce n'est pas seulement militaire, c'est aussi dans les domaines technologiques, économiques en particulier. Et là, moi, ce que je vois du point de vue de l'analyste sur les États-Unis, c'est qu'on a un vrai tournant avec cette administration Biden, donc qui prend l'Union européenne comme interlocutrice sur un certain nombre de sujets et qui recherche à travers, donc il y a un conseil qui est le TTC, le Trade and Technology Council, qui est vraiment au cœur de la manière dont les États-Unis abordent leur compétition avec la Chine, puisque évidemment ils entendent être plus forts face à la Chine en travaillant avec les Européens sur des sujets où le poids, enfin la masse fera une différence, sans entrer trop dans les détails. Et puis une deuxième remarque qui était sur la puissance de l'Europe et sur l'OTAN. Certes, pas pour me contredire moi-même, mais pour nuancer un peu ce que je disais tout à l'heure, certes, avec le retour de la guerre de haute intensité sur le continent européen, on a vu que la majeure partie des Européens faisaient appel à l'OTAN, voyaient dans l'OTAN l'instance qui allait défendre le continent. Mais en même temps, on n'a pas de retour américain. Bon, ici, il y a eu 10 000 hommes. Les États-Unis ont renvoyé en réassurance 10 000 soldats. Mais ce n'est pas un retour américain en Europe, et il ne faut pas s'attendre à un retour américain en Europe à l'image de ce qu'on avait pu avoir pendant la guerre froide. Au contraire, en fait, parmi les conséquences, les clarifications de cette guerre en Ukraine, il y a aussi pour les États-Unis, vraiment, ça renforce cette idée que les Européens ne seront pas très utiles en Indo-Pacifique. Bon, c'était un peu de manière très brutale ce que disait AUKUS aussi. Et en revanche, ils vont être d'autant plus indispensables en Europe. Donc, alors c'est une discussion qui mène vers ces idées de pilier européen de l'OTAN, mais je pense que c'est quand même un élément important, et avec les structures de l'OTAN, l'interopérabilité, etc., on a quand même quelque chose qui du coup existe et qui se fait quand même beaucoup avec des forces européennes. Et la question AUKUS avec l'Australie, c'est tout à fait intéressant de voir qu'un an après l'annonce, eh bien, les Australiens se posent des questions sur la livraison des sous-marins qui leur a été promise par les États-Unis et peut-être se retournent à nouveau vers la France. Pardon. Alors, il est 16h45. On m'a demandé de peut-être terminer cette table ronde pour laisser un quart d'heure de battement entre maintenant et la prochaine intervention. S'il y a une question absolument urgentissime, que vous n'avez pas posée, alors moi j'ai plus la parole. Si vous me permettez, moi j'aurais un petit mot à dire personnel. Dans la salle, il y a, à moins qu'il y ait une question, mais il y a mon neveu Pierre-Marie, chef du PGHM, et sa famille. Et je dis ça parce que son frère, qui est aussi mon filleul, est décédé l'année dernière, Henri-Louis Dupré, à Toulon. Il est décédé ici et il était médecin de santé des armées, anesthésiste à l'hôpital Sainte-Anne. Il avait 34 ans. Et dimanche, il y a un trail, le trail du Pharaon, qui sera organisé en son nom. Et les fonds seront versés à la Ligue de lutte contre le cancer, notamment pour les jeunes qui sont morts prématurément du cancer. Donc voilà, si parmi vous, il s'en trouve qui souhaiteraient prendre leur basket et leur nécessaire pour transpirer un peu et faire un trail qui doit durer à peu près 2 heures, ils seront bienvenus. Ça s'appelle le trail du Mammouth, qui était le surnom de ce garçon, Pierre-Henri-Louis Dupré. Merci encore. Donc,